Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité ce soir, à la une, le président de la République est en séjour de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé a été reçu ce matin en audience par le prince héritier de Riyad. Ça y est, c'est confirmé, la bonne nouvelle. Le premier groupe du barrage de Souapiti sera lancé au mois de septembre 2020. L'une des pièces maîtresses de ce groupe a été installée hier par l'entreprise chinoise. Et puis le textile guinéen à l'honneur, c'est au compte de la première édition des Journées de l'artisanat guinéen. Les acteurs de la corporation signent l'événement avec le soutien du ministère du Tourisme. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Le président de la République est arrivé à Riyad ce matin. Professeur Alpha Condé a été reçu en audience au Palais Royal par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Au menu des entretiens, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est ainsi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Après avoir pris part aux travaux du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le président de la République a pris son vol ce mardi 11 février 2020 pour Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, sur invitation du prince héritier Mohammed bin Salman. À l'aéroport royal de Riyad, nombreuses sont les autorités saoudiennes qui ont réservé au président Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, un accueil chaleureux. Au salon d'honneur de cet aéroport, le chef de l'État et ses autorités saoudiennes ont longuement échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun entre Conakry et Riyad, notamment l'énergie, la formation et les mines. Juste après, c'est le Palais Royal qui ouvre ses portes au président de la République pour un entretien bilatéral avec le prince héritier Mohammed bin Salman, ministre de la Défense et vice-président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Mohammed bin Salman ont porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux personnalités ont eu des discussions approfondies sur plusieurs sujets importants, notamment l'agriculture, l'énergie, la formation et les mines. Le président de la République a de nouveau témoigné au prince héritier d'Arabie Saoudite de la force du partenariat stratégique et des liens historiques qui ont toujours existé entre Conakry et Riyad. Au cours de cet entretien qui a duré plus d'une heure, le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et le président de la République de Guinée ont par ailleurs discuté des perspectives d'avenir des relations bilatérales dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Le tout dans le but d'explorer les moyens de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Riyad, d'intensifier les échanges bilatéraux et d'encourager surtout les projets conjoints d'investissement. Énergie, c'est effectif. Le premier groupe du barrage hydroélectrique de Souapiti sera lancé en septembre prochain. Hier déjà, l'entreprise chinoise CWI et la direction générale du projet ont procédé à l'installation du rotor de ce groupe. Ce rotor représente l'une des pièces maîtresses dans la production du courant. Reportage signé Nabi Kamara. L'étape est décisive et universelle dans la construction de tout barrage hydroélectrique d'envergure. Il s'agit de l'installation du rotor du premier groupe de l'usine de Souapiti. Ça y est, c'est fait. Partie mobile de l'alternateur, ce rotor donc de 284 tonnes est l'une des pièces maîtresses grâce à la rotation de laquelle le groupe produit de l'énergie électrique. Pour le directeur général du projet Souapiti, M. Amara Kamara, l'ingénieur conseil Tractebel et le représentant de l'entreprise chinoise CWE, le barrage de Souapiti a atteint sa vitesse de croisière. À ce stade, on est rassuré quant au respect de la date du mois de septembre 2020 pour le lancement de ce premier groupe sur les 4 prévus sur l'ouvrage en vue d'offrir aux Guinéens de l'électricité propre. L'arrivée de ces 4 transformateurs se situe également dans ce cadre. Ce sont des transformateurs du projet Souapiti qui sont arrivés la semaine dernière, que nous avons réceptionnés au port de Conakry. De très gros transformateurs qui pèsent pratiquement 100 tonnes par unité, avec une puissance de 150 MVA. Donc ce sont les 4 transformateurs
groupes du projet et qui sont placés pour élever la puissance de sortie des groupes de 15 à 225 kV. Sans aucun risque de se tromper, au mois de septembre 2020, nous lancerons le premier groupe de Swapiti. Il y aura un mois d'intervalle entre les canicules. Pour mémoire, le projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti a été lancé le 22 décembre 2015 par le chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé. L'État guinéen vole au secours de la police nationale à travers la mise à disposition d'engins roulants opérationnels. Il s'agit d'une trentaine de véhicules destinés aux directeurs centraux, régionaux et commissaires centraux de l'intérieur du pays. Une assistance qui va renforcer les capacités d'action des bénéficiaires sur le terrain. Commandant Morikaba. Capitaine, au nom du ministre de la Sécurité et au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces de défense et de sécurité, et au nom de la direction générale, je me fais le devoir de vous remettre le véhicule opérationnel par le commandement du commissariat central de Bofa, qui ne servira seulement que dans l'intérêt de la police et de la nation dans la préfecture de Bofa. Comme ce commissaire, tous les directeurs centraux, régionaux et commissaires centraux de l'intérieur ont bénéficié de véhicules neufs tout-terrain. 32 véhicules, dont 15 Ulix, 15 Renault Duster et 2 Land Cruiser. C'est un geste du président de la République. Le don intervient dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Eu égard au travail abattu ces derniers temps par les agents de police sur le terrain, par leurs encadrements, le président de la République a jugé nécessaire de renforcer leurs capacités opérationnelles et avec le plaidoyer poignant qui a été fait par le directeur général de la police nationale, il a décidé de remettre ce lot de véhicules qui n'est que le début, je l'espère et j'en suis convaincu, d'un autre renforcement de capacité pour venir doter ces commissariats centraux, ces directeurs de moyens de locomotion indispensables à leur travail. Il faut donc remercier le président de la République et louer le travail de plaidoyer et le travail qui a été fait sur le terrain par les hommes du général Bafoué. Pour les bénéficiaires, l'acquisition de ces véhicules vient combler un vide. Il va renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain dans la lutte contre le banditisme. C'est un sentiment de joie parce que depuis que je suis à la police, j'ai mes 26 ans, je n'ai jamais vu cette dotation pareille, où tous les directeurs régionaux, directeurs centraux, les commissaires centraux bénéficient de cet outil de travail. Merci à M. le Président de la République, merci au ministre de la Sécurité. Ce sont des matériels qui sont là pour la population. Les véhicules seront utilisés bon escient et je surveillerai parce qu'ils sont dotés d'un système de GPS. Là, je serai très exigeant par rapport au contrôle de ce matériel parce que c'est un outil pour renforcer encore notre capacité opérationnelle. Je suis tellement contente de ce que le ministre nous a donné. Est-ce que les populations de l'AB peuvent, à travers ce don, être rassurées quant à leur sécurité? Oui, ils vont être tellement rassurés parce que nous serons à leur portée. Nous allons essayer de les sécuriser en toute conformité. À noter que ces véhicules sont tous dotés de GPS, un système qui permet de les localiser où qu'ils se trouvent. C'est une manière pour les autorités du ministère en charge de la sécurité de contrôler leur utilisation, comme l'a précisé le directeur général de la police nationale. Pendant ce temps, à Kindia, le bataillon Gangan 6 est en formation au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Organisé par le PNUD, ce séminaire est destiné aux formateurs et instructeurs de ce contingent avant sa projection sur le théâtre des opérations. Aboubakar Kamano est correspondant de la presse militaire. Cette formation est initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Le financement est assuré par le gouvernement japonais. Le PNUD s'est inscrit dans cet appui parce que nous avons des contingents qui partent dans les missions de maintien de la paix, notamment contre la MINUSMA au Mali, en vue de leur permettre de connaître les résolutions 1825, 1880, 1889 des Nations Unies qui leur permettent vraiment de mieux réussir leur mission sur le terrain. L'objectif de cette formation est d'outiller les formateurs et instructeurs du bataillon Gangan 6 à la connaissance des standards et normes des Nations Unies en matière de genre, des violences basées sur le genre et sur la gestion des bases de données. Ce séminaire que nous avions suivi ce matin nous a outillés face aux questions du genre dans le cadre du maintien de la paix.
Le message que je dois apporter au niveau de l'armée guinéenne, plus particulièrement bataillon Gangan 6, le personnel féminin que nous avons un rôle très important dans le cadre du maintien de la paix. Le centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix a pour mission la préparation et la mise en condition des unités avant leur déploiement. Dans toutes les missions, les couches les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. Il est très important que ces questions soient prises en compte dans la mise en condition opérationnelle des hommes. Et pour ce faire, il fallait que la Guinée dispose d'une structure permanente qui soit dédiée à ça. Cette structure aujourd'hui, c'est le CMP. Au terme de ces journées de travail, les participants devraient restituer ces acquis aux différents contingents formés par le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. À présent, écho de nos régions à Sandinia, dans la préfecture de Farana, les actions de l'ANAFIC se matérialisent de plus en plus. La localité vient de bénéficier d'un centre de santé amélioré et d'une maison des jeunes. Le coût global de ces infrastructures s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Suivons la cérémonie inaugurale avec Baba Kouyaté et Mamadi Terna Kamisoko. La formule du gouvernement guinéen à développer les collectivités locales du pays se concrétise progressivement. À Sandinia, une des 11 communes rurales de Farana, une nouvelle maison de jeunes est mise à la disposition de la couche juvénile. L'édifice d'une capacité d'accueil de 500 places est doté d'équipements nécessaires au plein épanouissement de la jeunesse. En plus de ce centre d'accueil pour jeunes, Sandinia va bientôt bénéficier d'un centre de santé amélioré. Depuis 1958, à la veille de l'indépendance, Sandinia n'a jamais bénéficié de telles infrastructures. Nous avons bénéficié un montant, je vous dis un montant de 1 milliard 307 millions 920 140 francs guinéens pour deux grosses infrastructures. Nous sommes très ravis de la construction de cette maison des jeunes. Le premier avantage à tirer de cette œuvre est qu'elle permet de réunir les jeunes au même endroit. On pourra y tenir nos réunions, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous soutenons le professeur Alpha Condé. À travers ces deux infrastructures, Sandinia intègre les zones couvertes par l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Une initiative présidentielle qui favorise le développement et répond aux besoins réels des populations locales. Le président professeur Alpha Condé, le bâtisseur, a mis en priorité dans ses préoccupations le développement des femmes et des jeunes. Tout le monde sait que les jeunes sont les forces vives d'une société et veiller à ce que les jeunes s'épanouissent, s'éduquent dans les meilleures conditions, c'est là qu'il pose le geste d'offrir une maison de jeunes aux jeunes de Sandinia. Par la réalisation de micro-projets, le chef de l'État entend faire des communes rurales et urbaines le socle du développement durable du pays. Parallèlement, à Dabola, l'on a procédé à la pose de la première pierre d'une salle d'accouchement au centre de santé urbain de Fonding. C'est une action de l'association Tous pour Dabola, une association qui s'engage et qui s'active pour le développement local de la ville de Dabola. Reportage Garay Diallo. Au centre de santé de Fonding dans la commune urbaine de Dabola, cette salle contiguë à la salle de consultation est celle qui reçoit les femmes en état de travail pour les accouchements. Ici, les accouchements se font sans une grande intimité. La situation contraint certaines femmes à se diriger vers d'autres structures sanitaires ou tout simplement à accoucher à domicile. Attentive à l'amélioration des conditions de ces femmes, l'association Tous pour Dabola s'engage à construire un nouveau bâtiment destiné spécialement aux accouchements. À Fondé, il y a beaucoup de femmes, c'est un quartier très peuplé, beaucoup de femmes viennent accoucher dans ces centres de santé-là, mais la salle qu'elles utilisent n'est pas appropriée, elle est exiguë et le problème d'intimité se pose. Et donc d'où cette demande et l'association Tous pour Dabola qui a voulu bien répondre à ces cris-là est venu aujourd'hui initier la pose de la première pierre. C'est une grande chance qu'a eu Dabola parce que le centre même a été construit par les ressortissants, par une ONG locale, la Fédération d'Inkadi. C'est eux qui ont construit ce centre-là et aujourd'hui c'est une autre ONG locale qui vient pour améliorer les conditions de travail de ce centre.
Donc nous ne pouvons que dire merci. Le bâtiment en construction aura en plus de la salle d'accouchement, une salle de repos, une autre pour l'observation et une toilette. L'initiative séduit les autorités préfectorales et communales, mais surtout les femmes, premières bénéficiaires de ce geste. Nous demandons à tous les ressortissants de Dabola, tous les fils ressortissants et résidents, de faire en sorte que des initiatives comme ça là soient multipliées à Dabola. Parce que cela y va dans l'intérêt de la population. Nos épouses, nos femmes, nos sœurs, à partir d'aujourd'hui, se sentiront soulagées. Nous demandons à Dieu de nous aider à terminer le travail. Il a facilité le début, qu'il facilite la fin. Nous sommes contentes parce que si Foundé gagne ce bonheur et on ne parle pas, c'est de l'ingratitude. Nous sommes contentes de nos dirigeants. Pour mener à terme ces projets en faveur des populations, l'association Tous pour Dabola compte sur l'appui des ressortissants et autres personnes de bonne volonté. Et de deux, pour la structure de communication ARCOM, elle vient d'organiser la cérémonie de récompense des meilleurs cadres et entreprises dans le secteur public et privé. L'événement consiste à encourager les récipiendaires en valorisant leurs actions. Compte rendu Aïssata Marshall. Récompense pour les meilleurs cadres des entreprises publiques et privées du pays. L'idée est de l'agence Référence Communication. Au compte de l'année 2019, 32 personnes sont récompensées en fonction de la performance des entreprises. Dans le domaine de la communication, Sekouba Savané, directeur général de la RTG, est reconnu comme le meilleur gestionnaire des médias publics. Et le mérite du meilleur journaliste reporter radio revient à Daouda Al-Khalid Dafé de la radio Nostalgie. Je suis très content de recevoir ce prix. Je n'y pensais même pas. Je travaille, je fais mon boulot. Mais dire que être récompensé comme ça, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas postulé, je n'ai pas rêvé. Mes efforts ont été récompensés. Donc je vais redoubler d'efforts. Peut-être que c'est les échos de la Banque centrale qui ont fait qu'ils ont pu me prendre comme meilleur travailleur de la Banque centrale. Mais là aussi, c'est complètement un prix pour toute la Banque centrale parce qu'on a une rigueur, on a une façon de travailler. On ne se compare pas à l'administration, on se compare aux banques centrales étrangères et le prix revient à la Banque centrale. Dans le domaine de la couture, Amadou Diallo reçoit le prix du meilleur couturier de l'année 2019. L'homme est reconnu pour son ingéniosité dans la valorisation du textile guinéen. Motivé par le souci de créer l'émulation et encourager les meilleurs travailleurs, les organisateurs promettent d'élargir leur champ d'action au cours des prochaines éditions. La Guinée, c'est un pays en chantier. Nous, je nous ai dit qu'il faut accompagner les cadres. Parce qu'il y a de ces cadres qui se battent nuit et jour pour faire avancer la nation, mais ils ne sont pas connus par le grand public. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ces cadres-là soient portés à la place publique. Donc à travers ces prix distinctifs qui recevront chaque année, cela va les galvaniser. Ils se diront qu'ils sont passés mais qui sont suivis par les jeunes Guinéens qui pourront faire les promotions. En attendant la 3e édition, les promoteurs de ce rendez-vous de récompense des acteurs invitent les cadres du pays, des services publics et privés au travail bien fait. Place maintenant à la rubrique Guinée en bref ou le résumé de l'actualité nationale commenté par Moussa Bango. À Kindia, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont commencé. Au niveau de la commission de distribution des cartes d'électeurs, les citoyens sont mobilisés. Un acte citoyen en vue d'accomplir son devoir civique. Dabola, le centre géographique de la Guinée, se dote d'un plan de développement local. Ce forum regroupe les conseillers communaux, autorités préfectorales, représentants de la société civile et élus locaux. L'examen et l'adoption d'un plan cadre de référence unique pour toute intervention en matière de développement est l'enjeu de la rencontre. Ce plan permettra à la commune urbaine de Dabola de relancer toutes ses activités, de planifier dans les 5 prochaines années tout ce qu'on envisagerait de faire. Le lycée collège Ba Ibrahima Kaba. C'est dans cet établissement public que l'émission École guinéenne de la RTG Coloma a lancé son concours inter-école. En sa 3e édition,
Cette compétition regroupe les écoles des 5 communes de la capitale et celles des préfectures de Dubreka, Koya et Boki. Le thème porte sur les symboles de la République, l'éducation à la citoyenneté et au comportement responsable. Pourquoi choisir le symbole de la République? Vous n'êtes pas sans savoir que les symboles d'abord c'est l'identifiant du pays. Partout où vous êtes, c'est ce qui vous différencie des autres pays. Alors, il est primordial que ces symboles soient connus par les élèves et la population guinéenne et que ces symboles soient respectés. Il y a 10 grandes questions sur lesquelles les enfants doivent compétir. Les enfants doivent savoir quel comportement à adopter avant, pendant et après le vote. La Guinée vient d'échapper à la sanction de la Fédération internationale de basketball. Cette fédération a respecté la volonté de la Fédération internationale en organisant son congrès non électif pour l'adoption de ces nouveaux statuts. Ce nouveau document permettra à l'équipe de Sakoba Toto Keïta, président de la fédération, d'avoir plusieurs possibilités d'être réélu à la tête du basketball guinéen. Chers délégués, vous êtes bien conscients de ce qui nous réunit ce matin. Cette assemblée extraordinaire a pour but ultime de régler définitivement toutes les dissensions qui ont pu avoir lieu ces derniers temps. Cap sur la ville de Kisikaba Keïta à la découverte des sites symboliques comme celui du pacte de paix de Kissidougou. C'est le village des Maras. Il symbolise l'endroit où 3 communautés avaient signé un pacte de non-agression par la pose de 3 pierres. Ces pierres représentant les 3 communautés et l'événement se situe vers le XVIe siècle. Nous allons en savoir plus avec Alpha Isiagaba. Voici le site du pacte de paix de Kissidougou. L'endroit est plein de sens. Nous sommes à Mara, un village situé à 5 km de la ville de Kisikaba Keïta. C'est ici que le pacte de non-agression fut conclu. C'était au XVIe siècle. Ces 3 pierres représentent les 3 communautés qui les avaient posées, des communautés au sein desquelles l'on retrouve toutes les branches linguistiques de la Guinée. Il s'agit des Ntia, les Frensula et les Framaya. L'endroit n'est pas un lieu de culte, mais il est jalousement conservé par les fils de la localité. Ici, se sont assis sur les 3 pierres nos 3 grands-pères. C'est une communauté qui est venue trouver 2 autres. Une première, Faramaya Mara, et Koumani Sori Amouria. La communauté qui est arrivée était venue d'abord pour les islamiser. Entre-temps, prendre les dispositions pour ne pas que la communauté soit agressée. Quand les 2 autres-là ont été informés que la communauté qui est arrivée bien armée, et ils se sont concertés, se sont dit, entretenons-nous pour ne pas qu'il y ait guerre entre nous. Donc, ils ont préféré venir ici à Mara, au lieu de s'affronter, ils ont signé un pacte de paix. Selon les sages du village, le nom Kissidougou signifie la terre du salut, en dialecte local. À côté du site, la grande mosquée de Mara. Au dire des anciens, c'est la première dans la région forestière. Elle fut construite il y a 400 ans. À côté d'elle, voici les pierres qui indiquent l'endroit où se tenaient les rencontres entre le patriarche et ses habitants. En face de la mosquée, le mausolée du patriarche d'Entia, Mouri Suleiman Savani. À l'intérieur, la tabala du défunt est toujours conservée par la famille Savani. Elle servait à l'époque d'instrument pour faire appel aux habitants du village à l'occasion des cérémonies publiques. Ici repose Maurice Suleiman Si Savani, le grand-père des Savani et le grand-père de Ntia, la communauté qui représente tous les étrangers à Kissidougou. C'était sa tabala. La tabala, c'est un instrument, elle servait à regrouper la population à son invitation. Très particulier, surtout en cas d'attaque. Comme pour dire que c'est resté avec lui, mais vraiment il n'a pas eu d'attaque. Depuis le pacte des 3 communautés, Ntia, Frensola et Framaya, c'est la paix et l'unité qui règne ici à Mara et dans l'ensemble de la préfecture de Kissidougou.
Aujourd'hui, le site représente un véritable symbole de cohabitation pacifique. Le lieu attire de plus en plus de visiteurs nationaux et internationaux. Très impressionné parce que ça me rappelle l'Europe. L'Europe qui était en guerre et qui a 50 ou 70 ans a décidé d'arrêter la guerre. Et le monument qui est fabriqué par l'Europe à côté de ce symbole des pierres, c'est très important pour moi, le symbole de la paix. Très important, le symbole de la paix est très important. Ce site représente pour les habitants de Kissoudou un lieu historique à respecter parce que ce n'est pas un lieu de culte, mais plutôt un lieu qui amène la population de Kissoudou, les différentes communautés, à se donner la main pour la quiétude et la paix dans notre cité. Alors nous avons trouvé ce site-là et nous, la nouvelle génération, on est obligé de faire vivre et écouter toujours les sages par rapport à ce pacte que nos ancêtres ont signé avant que nous, on soit là. Selon les sages du village, tout visiteur qui séjourne à Kissoudou passe ici. Art et culture, c'est parti pour la première édition des journées de l'artisanat guinéen au jardin du 2 octobre dans la commune de Kalouma. Les acteurs de la corporation se lancent dans la promotion des produits made in Guinée. L'initiative est soutenue par le ministère du Tourisme. Mounir Bari, Daouda Tabansilla. Les artisans guinéens veulent aller plus loin. Les membres de la corporation s'engagent à fédérer et dynamiser leurs actions pour promouvoir les produits made in Guinée sur le marché régional. Pour gagner le pari, une concertation est organisée en vue d'un plan d'action consensuel, plan qui devrait aider les acteurs de l'artisanat à vivre des fruits de leurs œuvres. On commence d'abord par les membres du gouvernement qui peuvent nous accompagner pour que la promotion de l'artisanat se fasse. Et après, nous autres qui se sont donnés pour objectif de valoriser ce secteur, de faire en sorte que nous puissions partout être avec nos produits locaux. Depuis l'avènement donc de la Troisième République, le gouvernement a apporté beaucoup d'appui au secteur de l'artisanat. Il y a eu la construction des centres d'exposition artisanat à Bouquet. Il y a eu un centre donc à Dalaba que tout le monde connaît. Il y a eu un centre récemment à Kankan et à Zérekore. Donc nous avons 4 centres. Et nous avons aussi commencé la construction du village artisanal de Kindia, à la rentrée de Kindia. Jusque-là, l'artisanat guinéen ne fait pas vivre son homme. Un constat fait chez plusieurs pratiquants de Sotara. Mohamed Lamine Sidimé, sculpteur, a hérité ce métier de son père, mais n'en tire pas encore suffisamment profit. Je suis né dans la sculpture, moi. Avant que ce soit une passion, c'est un héritage. Voilà, je suis né dans la sculpture et depuis mon bas âge, je l'exerce. Donc ce métier aujourd'hui me permet de vivre de ça. Je nourris ma petite famille dans ça, malgré que c'est difficile. C'est le manque de clientèle. Mon problème dans l'artisanat guinéen, c'est un problème de vente. Je ne sais pas comment faire. Je sais que le problème, c'est comment aider l'artisan guinéen, après la production, de vendre son objet. Et si cela se fait, on a aidé l'artisan. Et si l'artisan est aidé, la jeunesse guinéenne est aidée parce qu'il devient tout de suite maître artisan. L'exécution du plan consensuel adopté à l'occasion du lancement de cette première édition des journées de l'artisanat guinéen devrait pouvoir corriger ce défi, celui de parvenir à booster l'artisanat et promouvoir les produits made in Guinée, notamment dans la sous-région et à l'international. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Que la grâce divine soit sur vous. L'info continue sur www.rtgcoloma.info. À demain.